On peut en profiter pour se présenter et puis les autres nous prendront dans 5 minutes, en cours de route. Je te laisse y aller, je vais peut-être moi me présenter, puis après je laisse la main à Julie. Donc, Allez. certains d'entre vous me connaissent, Charlène Vedel, chef de projet à Phare et puis, en soutien à l'animation des communautés de pratique depuis, plus de 2 ans, maintenant, et la collègue de Julie Mouros qui est toute nouvelle arrivée dans les communautés de pratique et qui se présentera, elle-même. Donc voilà, donc moi je ne serai pas très, très présente sur ce webinaire, si ce n'est que dans la zone de chat, pour recueillir vos questions et les relayer auprès, de Julie et d'Axel lors des temps de pause. Donc, merci encore une fois à tous d'être là, parce que je reconnais pas mal de prénoms et je vous souhaite un très bon webinaire. Donc, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Julie Mouros. Comme a dit Charlène, je suis chargée de projet auprès de Phare pour les communautés de pratique épilepsie handicap. Et donc, je viens juste d'arriver sur l'animation des communautés de pratique. Je vais peut-être laisser Axel se présenter. On reviendra plus en avant. Merci Julie. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis Axel Duhand. Je réalise mon doctorat en STAPS et en sociologie à l'Institut LATEP à Tain-l'Hermitage. J'ai d'autres activités que je vous présenterai au début du webinaire. Super. Merci Axel. On va attendre encore un petit peu parce qu'il y a toujours 40 participants. Donc, c'est vrai qu'il y a eu quelques soucis de connexion. Donc, on va vous laisser patienter un petit peu et puis on va commencer certainement dans 5-10 minutes. Merci en tout cas de votre patience. Est-ce que, je vois qu'il y a de nouveaux arrivés, est-ce que si vous arrivez, si vous pouvez nous dire si vous nous entendez, si vous n'avez pas de problème technique, enfin, si jamais vous en avez, on va essayer de vous aider, puis vous aiguiller dans le chat. N'hésitez pas à intervenir pour nous dire. Et en attendant aussi, si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez participer à notre petit sondage pour savoir un petit peu qui vous êtes, mieux vous connaître, et puis adapter, que Axel puisse adapter ses réponses par rapport à vos interrogations. N'hésitez pas. Bon. On a déjà beaucoup d'interactions dans le chat. On a beaucoup de gens qui nous écrivent, effectivement. Un peu partout, c'est très bien. Je pense que ça va être une session riche parce que vous avez tous des profils un peu différents, donc c'est très bien. Si vous nous rejoignez. On va attendre encore 2 minutes, voir si des gens encore arrivent là. Ils sont encore en train d'arriver. Pour les nouveaux arrivés, vous pouvez nous dire dans la zone de chat, savoir si vous nous entendez, si vous n'avez pas de problème technique. Si jamais vous en avez, on va essayer de vous aiguiller au mieux dans le chat. Et si vous nous rejoignez, vous pouvez participer au petit sondage qu'on a mis en ligne, là, auquel vous pouvez accéder. N'hésitez pas. Bon, le son est bon, l'image est bonne. Parfait. Visiblement, la technique fonctionne. Donc, ça devrait bien se passer.
Eh bien, je vais vous proposer de commencer. Bon, il y a d'autres personnes qui doivent arriver, mais bon, on a déjà quelques participants. La majorité des participants qui sont là, donc je vais vous proposer de commencer. Donc, bienvenue à ce webinaire consacré à l'activité physique adaptée à l'épilepsie. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là juste au début quand on s'est présenté, donc je suis Julie Mourosque, je suis chargée de mission à phare dans le cadre des communautés de pratique. Et donc, on propose, avec phare, produit ce webinaire dans le cadre des communautés de pratique épilepsie handicap. Donc, il y a 2 communautés de pratique épilepsie handicap pour l'instant. La communauté de pratique Bretagne, Pays de la Loire et Nord-Est, en sachant qu'il y en a plusieurs autres en région qui émergent. Donc, les COP produisent leurs propres webinaires et phare également produit des webinaires dans le cadre des communautés de pratique. Donc, le webinaire activité physique adaptée à l'épilepsie va vous être présenté par Axel Lyon, qui donc est doctorant en STAPS auprès de Elvis à Lyon et de l'Institut de la TEP et enseignant à l'UFR STAPS à l'Université Lyon. On va voir peut-être visionner les sondages. On va clore le sondage si tout le monde y a répondu et voir un petit peu vos profils. Normalement, si je fais ça, vous devez voir les résultats. Si tout se passe bien, si vous pouvez me dire dans la zone de chat si jamais ça ne... Ah, bah non, on est passé sur un autre... voilà, fin du vote. Partager les résultats. Et normalement, là, ça devrait être bon. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'aidants, de proches et de familles, des professionnels de l'accompagnement et du sanitaire aussi, qui sont représentés. Oui, on a quand même une personne sur 5 qui est aidant, proche ou un parent de quelqu'un de la famille d'une personne touchée par l'épilepsie. On a aussi des coordinateurs, des chargés de mission, des référents de parcours, donc un groupe assez hétérogène. Donc, ça va être parfait pour pouvoir continuer tous ensemble et puis pouvoir s'enrichir. Ce que je peux vous proposer, Axel, si tu es prêt, c'est de préparer... Juste une petite intervention. Quelqu'un Je suis prêt, oui. Si tu veux, est-ce que le partage d'écran fonctionne? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors là, on ne voit pas ton partage d'écran. Il y a quelqu'un qui a été figé, qui ne vous entendait pas avec une image figée. Je voudrais juste m'assurer que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Oui. Il y a un problème de son chez Cathy Richard également. Est-ce que vous êtes OK? Donc, c'est juste pour 2 personnes, les autres, ça marche bien. OK, ça fonctionne chez moi, très bien. Donc, ça fonctionne. je vais vous envoyer des messages en chat privé pour les personnes pour qui rencontrent une difficulté. Et pendant ce temps, l'écran, c'est tout bon pour l'écran, ton partage d'écran. Super. Et le micro, c'est bon aussi? Et le micro, c'est bon aussi. Tu peux commencer. Très bien. Merci Julie. Bonsoir à tous. Merci de participer à ce webinaire. Alors, je vais me représenter très rapidement pour commencer. Donc, je suis Axel Lyon, je suis doctorant au laboratoire sur les vulnérabilités et l'innovation dans le sport à l'université Claude Bernard Lyon 1, ainsi qu'à l'Institut La TEP, où je réalise mon doctorat qui porte sur les sciences et techniques des activités physiques et sportives, les STAPS, avec une analyse sociologique de l'activité physique dans le parcours de soins de l'épilepsie. Et donc, à côté de ça, je suis enseignant à l'occasion à l'UFR STAPS Lyon 1. Je suis également membre du conseil d'administration de l'Institut RECAPS, qui est une société savante en sciences humaines et sociales sur l'activité physique dans le domaine de la santé. J'ai eu la chance donc de diriger, aux côtés du neurologue Jérôme Petit, cet ouvrage collectif qui s'appelle sobrement Épilepsie et activité physique, une pratique adaptée pour tous, qui est publié depuis le 9 juin 2022 et qui est disponible à la vente en ligne, soit sur le site des éditions Autrement, soit sur le lien que j'ai mis ici, le lien Hello Asso, que vous pourrez retrouver à la fin du webinaire. Et notre enjeu aujourd'hui, maintenant qu'il est terminé, c'est de diffuser un maximum les recommandations que comprend cet ouvrage. Alors, je vais vous présenter un contexte en fait qui explique un peu l'idée qui nous a amené à produire cet ouvrage.
Alors aujourd'hui, dans la littérature scientifique, vous allez voir que les bénéfices de l'activité physique sur l'épilepsie, ils sont avérés. Des bénéfices physiologiques sur la fréquence et l'intensité des crises, et puis des bénéfices psychologiques sur la qualité de vie et des bénéfices sociaux sur l'inclusion, par exemple. L'activité physique adaptée peut même être prescrite par les médecins traitants depuis 2016 à tout patient atteint d'affections de longue durée dont les épilepsies peuvent faire partie. Mais il existe malgré tout de nombreux freins à la pratique physique des personnes souffrant d'épilepsie, des freins qui vont être liés notamment à la méconnaissance des bénéfices que peuvent apporter les pratiques physiques sur la maladie, mais également des freins de la part des clubs qui vont être liés à des représentations, de la stigmatisation, de l'exclusion sociale, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'existe aucune recommandation officielle faisant la promotion de l'activité physique auprès de ce public. Alors, c'est ainsi que nous avons eu l'idée, à l'unité de recherche clinique de l'Institut LATEP, de produire un référentiel de recommandations afin de promouvoir et de faciliter la pratique d'activité physique des personnes souffrant d'épilepsie. La méthodologie de ce projet qui m'a été confié, c'est une expertise collective, c'est-à-dire que c'est un ouvrage partagé, un projet que nous avons mené sur 2 ans. Alors, nous avons rédigé ce qu'on appelle un appel à participation, une lettre qu'on a diffusée dans des réseaux qui nous a permis de recruter 34 contributeurs d'origines et de formations différentes. Des neurologues, des enseignants en activité physique adaptée, des professeurs de sport et puis des chercheurs en sciences humaines et sociales et bien évidemment des usagers et des aidants. Une fois qu'on a recruté ces personnes qui ont accepté de prendre part et puis de faire profiter de leur expertise à notre sujet, nous avons constitué 3 groupes de travail qui ont permis de finalement construire les 3 parties de cet ouvrage. Une partie en neurologie, principalement rédigée par des neurologues, une partie sur l'activité physique adaptée, portée par des professionnels de terrain qui accompagnent des publics, des personnes souffrant d'épilepsie, et puis une partie en sciences humaines et sociales où là, des chercheurs se sont emparés de différentes questions autour de l'activité physique pour essayer d'apporter un autre regard afin de contribuer à cette promotion. Donc, c'est l'objet de la présentation aujourd'hui. Je vais vous présenter les 3 parties de cet ouvrage. L'ouvrage fait 416 pages. J'ai donc dû faire des choix pour vous faire la présentation. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais vous présenter 3 chapitres de chaque partie. Et on fera une pause à la fin de chaque partie pour faire un point, si vous avez des questions, si vous voulez approfondir certaines choses. La première partie, donc, elle comprend 5 chapitres. Elle a été coordonnée par Nicolas Mézoire, qui est neurologue à l'Institut LATEP. Vous voyez, d'abord, chapitre 1, voilà, une présentation de la population spécifique, des rappels sur la maladie référencés. Chapitre 2 sur les bienfaits, les bénéfices de l'activité physique sur l'épilepsie. Chapitre 3 sur les précautions et les contre-indications. Chapitre 4, la question de la prescription qui est approfondie et sa mise en œuvre. Et chapitre 5, c'est l'activité physique qui peut être favorisée à partir de certains dispositifs, et en l'occurrence un dispositif d'éducation thérapeutique du patient à Marseille. Donc moi, je vais vous présenter les chapitres 2, 3 et 4 que j'ai choisis, on va pas dire arbitrairement, mais qui permettent, j'espère, de vous donner vraiment un ordre d'idée de ce que peut apporter l'ouvrage en termes de connaissances sur ces questions-là. Le deuxième, que je vais vous présenter, il a été écrit par Agnès Trébuchon et Arnaud Birabin, et donc il présente les bénéfices de l'activité physique sur l'épilepsie. Ils ont fait ce qu'on appelle une revue de littérature, c'est-à-dire qu'ils ont regardé toute la littérature scientifique qui pouvait exister, ils en ont fait une synthèse pour présenter les résultats les plus actuels, ce qui existe aujourd'hui, ce qui a été démontré sur l'activité physique et l'épilepsie. Le premier type de données, ce sont des données sur ce qu'on appelle le modèle animal, que je vais essayer de vous expliquer très simplement. Avant d'essayer des choses sur l'homme, en fait, on l'essaye très souvent sur des animaux et en l'occurrence sur des souris. En l'occurrence, donc, on a essayé de comparer des souris sédentaires, des souris classiques, qui n'ont pas trop d'activité physique, avec des souris actives pour lesquelles on a fait faire du tapis roulant, de la roue, etc. Ces souris, on leur a injecté de la pilocarpine qui entraîne en fait des lésions au niveau cérébral au bout d'une heure et un état de mal. Première crise épileptique assez importante. Au bout de 15 jours, il y a une période de latence où des dégradations vont augmenter
et des crises spontanées vont ensuite apparaître, c'est à ce moment-là qu'on pourra parler d'une épilepsie chronique. Donc, on a comparé dans les deux cas, même protocole, mais chez des souris pour lesquelles on n'a pas proposé, on n'a pas forcé ou proposé de faire de l'activité physique, et d'autres chez lesquelles on en a mis en place. Et donc, plusieurs choses ont été évaluées. D'abord, est-ce que l'exercice physique pourrait réduire la vulnérabilité à faire des crises? C'est-à-dire en amont, avant de leur faire l'injection, est-ce que du coup, celles qui ont fait du sport versus celles qui n'en ont pas fait auraient été prévenues? Voilà, est-ce qu'il y aurait eu un effet préventif du sport sur elles? Et la réponse, eh bien, c'est oui, parce que il a été observé une augmentation du temps de survenue de l'état de mal. C'est-à-dire qu'elles mettaient plus longtemps à développer une épilepsie et donc elles auraient une sorte de prévention développée grâce à une activité physique plutôt régulière. Ensuite, est-ce que l'exercice physique pourrait prévenir le développement de l'épilepsie chronique? Une fois que l'état de mal est advenu, est-ce que les souris qui continuent à faire de l'activité physique ont mis plus de temps à développer une épilepsie chronique? Eh bien, la réponse est oui, puisque la période de latence était augmentée de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines. Et la dernière question, ça a été, est-ce que l'exercice physique pouvait-il réduire ou supprimer les crises spontanées? Et la réponse, c'est oui, partiellement, puisque les souris qui étaient les plus actives avaient un nombre de crises qui était moindre par rapport aux souris sédentaires, et donc il y avait un développement de la chronicité de l'épilepsie qui était réduit. Donc du point de vue du modèle animal, l'activité physique aurait des bénéfices sur l'épilepsie en prévention primaire, secondaire et tertiaire. Ensuite, est-ce que des bénéfices ont été démontrés chez l'homme? Et donc là, c'est ce qui nous intéresse. Et donc, la réponse est oui. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail. Je vais vous proposer une synthèse donc, de cette méta-analyse. Vous pouvez voir dans ce tableau donc, des synthèses d'études qui ont été menées, principalement dans les pays de la Finlande, voilà, dans le nordique, et également au Brésil, beaucoup d'études. Les principaux résultats sont, chez les personnes actives et épileptiques, eh bien, une amélioration de la qualité de vie, une amélioration de l'humeur, de l'estime de soi et des troubles du comportement, et dans le même temps, des diminutions du stress, de la dépression et de la fréquence des crises. Les cases qui sont en orange dans le tableau retracent en fait les bénéfices les plus probants qui ont été démontrés, puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle des études contrôlées randomisées, c'est-à-dire comme pour les souris, on étudie un groupe de personnes qui n'a pas fait d'activité physique et un groupe qui en a fait, et en plus, ils sont tirés au hasard. C'est ça la randomisation. Ça donne quelque chose de très objectif. C'est ce qui est le plus reconnu dans les sciences de la vie, dans les sciences dures. Et c'est là qu'on voit les bénéfices que je vous ai montrés juste avant, qui sont déjà très intéressants. Ensuite, est-ce que d'autres pratiques, mais qui tournent autour du corps, pourraient avoir des bénéfices? Eh bien, ont été étudiées, et notamment en Inde, les pratiques méditatives et respiratoires, type yoga, méditation, etc. Et là, eh bien, de la même façon, on retrouve des bénéfices sur la qualité de vie, l'anxiété, le stress et la fréquence des crises, avec un niveau de preuve probant, puisqu'il y a un nombre de sujets important, et puis parfois des études contrôlées, randomisées encore une fois. Donc, les pratiques méditatives, respiratoires, type yoga, comme l'activité physique, de façon régulière, ont des bénéfices avérés sur les épilepsies. Et ça, c'est démontré scientifiquement. Vous pourrez avoir tous les détails dans l'ouvrage si vous voulez aller un petit peu plus loin. Je vais passer au chapitre suivant, qui était le chapitre 3, rédigé par Sébastien Boulogne, neurologue de Lyon, et qui portait sur les préconisations et les contre-indications à l'activité physique et au sport. Alors, la première de ces réflexions, elle a été, est-ce que les pratiques sportives peuvent déstabiliser, est-ce qu'ils peuvent dégrader une épilepsie? Et là, eh bien, les réponses qu'il apporte, ce sont surtout des déconstructions qu'il faut, pour les lecteurs, puis pour le grand public, sur les craintes et les représentations qui peuvent exister autour du sport et de l'épilepsie. D'abord, est-ce que le sport, les effets de l'exercice physique pourraient être dangereux pour l'épilepsie? La réponse est non, majoritairement, puisque de façon générale, la pratique physique, elle a réduit les crises, comme on a vu dans le chapitre juste avant. Il y a certains cas particuliers où une activité intense peut être un facteur déclencheur de crise. C'est dans un cas très infime, en termes de pourcentage, de type d'épilepsie focale et ou bien lié à l'élévation de la température, qui peut être un facteur de crise, par exemple dans le cas du syndrome de Dravet.
Mais à ce moment-là, l'activité physique, elle n'est pas pour autant déconseillée puisqu'on parle d'activité intense. Donc, une activité faible ou modérée peut apporter plein de bénéfices sans avoir des effets délétères sur les personnes. Ensuite, est-ce que la modification respiratoire due à l'activité physique pourrait être facteur de crise? Vous savez que voilà, quand les personnes souffrant d'épilepsie passent un électroencéphalogramme, on leur fait faire une hyperpnée, ils doivent souffler 2 fois pour une respiration puisque ça déclenche des crises. Donc, on s'est demandé légitimement, est-ce que quand on est essoufflé parce qu'on fait du sport, ça pourrait déclencher des crises? Et la réponse est non, puisque ce n'est pas du tout le même mécanisme physiologique qui se produit lors de l'hyperventilation liée au sport. L'hyperventilation liée au sport, c'est pour atteindre un équilibre en fait et apporter de l'oxygène aux muscles, alors que l'hyperpnée liée à l'EEG va entraîner au contraire une baisse de l'oxygène et va être un facteur déclencheur de crise. On voit que c'est pas les mêmes mécanismes et que l'hyperventilation liée au sport, eh bien, elle n'a aucun risque en fait. Enfin, les modifications métaboliques liées au sport, c'est-à-dire l'hypoxie, le fait de manquer d'oxygène en altitude, par exemple, quand on est au-dessus de 1500 mètres, la déshydratation liée à la transpiration ou l'hypoglycémie, vous savez, quand on a la fringale après le sport, eh bien, elles peuvent constituer des facteurs déclencheurs de crise. Mais là, encore une fois, on se rend compte que c'est des choses qui sont facilement remédiables, entre guillemets. C'est-à-dire faire attention à bien s'hydrater, avoir un apport glucidique intéressant avant de pratiquer, ne pas pratiquer des activités en haute altitude. C'était très facile finalement à déroger. Et il n'y a pas d'impact non plus sur l'absorption des médicaments antiépileptiques. Comme il a écrit, je reprends mot pour mot ce qu'a écrit Sébastien, les modifications métaboliques induites par l'activité physique sont négligeables. Donc, on peut se rassurer à ce niveau-là. Ensuite, quels sont les risques d'accident liés à la pratique sportive et liés à l'épilepsie? Alors, pour la pratique sportive, il existe une publication de 2016 par une équipe du Brésil menée par Capovilla qui a proposé une classification en fait des sports par rapport aux risques qu'ils feraient encourir pour la personne épileptique, pour l'encadrant de l'activité qui doit superviser et prendre en charge ces personnes, ou pour les deux. Et donc, ça a permis, ils ont proposé une classification qui est tout à fait discutable, aménageable, mais voilà, c'était une première donnée qui était intéressante. Et donc, on voit des sports qui sont complètement sans risque, le yoga, le golf, le bowling, etc. Des sports moyennement à risque, comme le ski, la natation, le skateboard, et des sports jugés comme plus à risque, l'alpinisme, en lien avec l'hypoxie, la plongée, pareil, pour le risque au niveau des changements de pression gazeux, etc. Et puis des choses plus étonnantes comme le parachute, le rodéo, etc. Ensuite, quel risque par rapport à l'épilepsie? Qu'est-ce qu'il faudrait prendre en compte finalement? Eh bien là, c'est une liste plutôt exhaustive des données à prendre en compte et qui ne sont pas proscriptives pour la pratique sportive, mais qui sont à prendre en compte pour l'adapter. Quels sont les types de crises, la sémiologie, la durée, est-ce qu'il y a une pharmacorésistance ou pas, est-ce qu'il y a des troubles cognitifs associés, est-ce qu'il y a des comorbidités, etc., etc. Autant de choses à prendre au cas par cas pour discuter d'une activité qui serait plus ou moins conseillée pour le pratiquant épileptique qui souhaiterait en faire. Enfin, quelles précautions finalement à prendre pour un pratiquant épileptique qui souhaiterait se mettre à un sport? Alors, la première des choses qu'on peut retrouver, c'est qu'il n'y a pas de texte de loi qui encadre la pratique sportive des personnes épileptiques. Par contre, l'ILAE, qui est en fait la Ligue internationale lutte contre l'épilepsie, elle propose d'utiliser comme repère la législation autour du permis de conduire pour les personnes épileptiques. Par exemple, crise unique, 6 mois sans crise, épilepsie déclarée, 1 an sans crise permet de donner accès à une pratique physique en club, par exemple. Ou alors, crise pendant le sommeil qui n'affecte pas la conscience, la conduite est possible, donc l'activité physique est possible immédiatement également. Diminution ou arrêt des traitements, eh bien, il faudrait ne pas conduire, donc ne pas faire de sport pendant 6 mois pour voir si la stabilisation se maintient. Et en cas de survenue d'une crise, pareil, cesser à nouveau la conduite ou le sport pendant 3 mois. Alors,
on se rend compte que c'est assez décevant comme remarque finalement, parce que ça ne prend pas du tout en compte les adaptations que pourrait réaliser l'enseignant en APA, le prof de sport formé à l'épilepsie, pour accompagner et accueillir des personnes souffrant d'épilepsie, malgré que des crises soient persistantes. Alors, les préconisations finales de Sébastien et qu'on partage pour l'ouvrage, c'est faire une évaluation au cas par cas. Et c'est très important parce que l'épilepsie, c'est vraiment une maladie qui est marquée par rapport aux autres par son caractère singulier. D'ailleurs, on ne parle plus d'épilepsie, on parle des épilepsies maintenant. Chacun a son épilepsie avec ses problématiques singulières, etc. Donc, une évaluation déjà de la personne sur son intérêt, ses motivations, ce qu'elle a envie de faire, de la compétition, du loisir, la probabilité d'une crise, est-ce que c'est lié à l'intensité de l'activité ou pas, l'estimation des conséquences d'une crise dans une activité. Par exemple, on imagine la personne qui fait une crise dans un dojo, une crise tonico-clonique avec une chute, si elle est dans un espace protégé par des tapis, ce sera moins grave que si elle fait du roller sur du bitume, par exemple. Donc, il faut tout prendre en compte. L'évaluation individuelle aussi de l'épilepsie par rapport au sport. Est-ce que c'est une autorisation sans restriction ou avec des restrictions partielles, parce qu'il y a des risques modérés, ou est-ce que c'est une contre-indication absolue? Et si oui, à quel moment on peut revenir dessus? Enfin, voilà, de façon générale, ce qui semble être important, c'est, quand on y arrive, de parler de son épilepsie dans le milieu sportif, avoir au moins une personne référente, une personne de confiance qui sera au courant, si on n'a pas envie de le dire à tout le monde, ce qui est entendable, et puis également un certificat médical de non-contre-indication de la part du médecin neurologue, du spécialiste, du psychiatre, préconisant la sémiologie des crises et les conduites à tenir pour l'intervenant. Donc là, ce qu'il faut retenir sur toute cette partie, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication ou de précautions qui sont absolues et définitives. C'est du cas par cas et c'est temporaire à réévaluer régulièrement. Il ne faut pas que ce soit un frein à la pratique. Voilà. La deuxième partie est plutôt favorable. Le quatrième chapitre et le dernier que je vous présente sur la partie neurologie, il porte sur la prescription de l'activité physique et son organisation territorialisée aujourd'hui. Il a été rédigé par Nicolas Mézoire, neurologue à la TEP, Stéphanie Gastou, que je remercie, qui est documentaliste au FAREST, et puis Emmanuel Dizin et moi-même, qui sommes donc doctorants au Elvis. La prescription médicale d'APA, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est encadrée légalement depuis 2016. Un décret de 2016 qui permet aux médecins généralistes de prescrire auprès de leurs patients atteints d'affections de longue durée, dont en partie les épilepsies. Elle a été complétée par une instruction ministérielle qui précise, en fonction des limitations fonctionnelles évaluées par le médecin, quel type de professionnel sera le plus à même à encadrer, à prendre en charge cette prescription. Et puis plus récemment encore, depuis mars 2002, cette loi de démocratisation du sport, elle a inclus les médecins spécialistes dans la prescription. Parce qu'avant, c'était les médecins traitants, ça sous-entendait que c'était les médecins généralistes, et maintenant c'est officiel, le médecin spécialiste, évidemment, peut également prescrire. Comme je vous ai dit, elle s'adresse à des patients atteints d'affections de longue durée, principalement les maladies chroniques, donc. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de remboursement de la part de la sécurité sociale, mais de plus en plus de mutuelles proposent des remboursements partiels des prescriptions d'activité physique adaptée. Je pense par exemple à la mutuelle des sportifs ou à la MGEN qui ont des remboursements qui ont de 50 à 500 € par an. Et là, je vous donne le lien d'un site qui recense toutes les mutuelles qui aujourd'hui remboursent en France la prescription d'APA. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs professionnels qui sont à même de prendre en charge ces prescriptions en fonction de leur niveau de formation, de leur formation et de la limitation fonctionnelle du patient déterminée par le médecin prescripteur. Le tableau central que vous voyez, avec les couleurs, il a été pris justement dans les instructions ministérielles et il décrit, en fonction des limitations aucune, minimum, modéré ou sévère, quel professionnel est le plus approprié pour encadrer. Donc on voit tous les professionnels de l'activité physique sont présents, kiné, ergo, enseignants en APA, éducateurs sportifs, et potentiellement des gens avec une formation fédérale peuvent, mais on voit que plus la limitation est sévère, plus c'est un professionnel de santé paramédicale qui doit la prendre en charge, et moins la limitation est sévère, et plus un éducateur sportif classique ou une personne formée au niveau fédéral peut accompagner dans ce cas.
La limitation, elle va dépendre, vous voyez, de l'épilepsie. Finalement, est-ce qu'elle est contrôlée ou est-ce qu'elle est pharmacorésistante avec un polyhandicap? Et encore une fois, ce sera au cas par cas. La deuxième figure que vous voyez à gauche, c'est un document type, formulaire que peut remplir le médecin pour prescrire, où il va indiquer les informations sur son patient, les préconisations et les recommandations en fonction de son épilepsie et de son niveau de limitation fonctionnelle, et le type d'intervention qu'il imagine être adapté pour son patient pratiquant. Voilà, dans cette dernière slide, je vous propose un schéma qui explicite un petit peu la mise en œuvre territorialisée de la prescription. Donc à gauche, vous avez les établissements, l'organisation d'un point de vue territorial, et à droite, les intervenants et leur mission. Tout démarre donc d'un établissement de santé, mais qui peut être un cabinet médical de ville, tout simplement, dans lequel le médecin traitant ou le médecin spécialiste va réaliser la prescription qui inclut une première évaluation. Il va ensuite transmettre cette prescription majoritairement aujourd'hui à un enseignant en activité physique adaptée qui va faire des évaluations de terrain avec des tests, des questionnaires, des échelles, un entretien pour orienter le patient vers une intervention qui sera la plus adaptée pour lui et qui pourra être faite par un enseignant en APA, mais également un éducateur sportif ou un professionnel de santé comme on a vu tout à l'heure. Au niveau de la région, maintenant, on voit que ce sont les réseaux sport santé qui organisent ce système d'orientation. Au niveau des villes, ce sont les DAPAP, dispositifs d'accompagnement à la pratique d'activité physique. Et puis, quand on descend, au niveau encore plus local, aujourd'hui, vous avez des dispositifs sport santé et des maisons sport santé. Ça donne l'impression d'un espèce de millefeuille. Il faut vraiment réussir à, en fait, avoir l'information auprès de son médecin et auprès de son référent représentant territorial, puisque ça change d'une région à l'autre. C'est pas un modèle unique aujourd'hui. L'évolution se construit petit à petit. Vous pouvez avoir des endroits où il y a juste un réseau sport santé. Vous pouvez avoir des villes comme à Lyon, par exemple, où il y a énormément de maisons de sport santé aujourd'hui. Voilà, il faut en discuter avec son médecin. Et ensuite, donc voilà, ça se dispense dans des établissements d'activité physique qui peuvent être ces mêmes établissements de santé. Parfois, tout se déroule au sein d'une même structure. Je pense par exemple à l'Institut LATEP aujourd'hui où tout se passe au sein de l'établissement. Le médecin neurologue va prescrire de l'activité qui va être réalisée au sein de l'établissement de santé, parfois en dehors. Voilà, tous les modèles sont possibles aujourd'hui. Je vais arrêter ma présentation sur la partie neurologie. Encore une fois, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à acquérir le livre. Et avant de poursuivre sur la deuxième partie, eh bien, je vous propose de passer aux questions sur cette partie. Alors, j'ai pu J'ai donc essayer de... laissé la main à Julie et à Charlène. Ouais. Alors, il y a pas eu beaucoup de questions et je pense qu'on a été très attentif à ton propos, Axel, et merci. Il y a des questions qui arrivent que tu peux voir toi-même, donc sans que j'aie à les trier puisqu'elles arrivent toutes une par une. Le propos était très clair, te dit-on. La première question que tu avais, c'est est-ce que la diminution, je te les donne en vrac parce qu'il y en a 3-4. La première, c'était est-ce que la diminution des crises a pu être chiffrée? La la deuxième, c'est avez-vous une liste des maisons de sport Alors, santé en France? je vais peut-être prendre moi-même les questions, on va faire comme Bah ça. oui, voilà, il y en a pas beaucoup là, donc du coup, il y a pas besoin qu'on les trie, elles Alexandre arrivent. Tavernier, vous avez parlé d'une activité physique régulière. Quelle régularité préconisez-vous? Eh bien, ça, on en parle justement dans la partie suivante. Donc, je vais essayer de ne pas vous spoiler, mais on en parle juste après. Hop, tu en as une juste au-dessus. Ensuite, avez-vous des listes des maisons de sport santé en France? Je ne sais pas. Je vous réponds honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas cette information si elle existe. Cathy Richard, est-ce que la diminution des crises a pu être chiffrée? Alors, elle est différente d'un patient à un autre, mais c'est toujours lié en fait à la singularité de l'épilepsie chacun. Donc en fait, elle va être chiffrée, mais individuellement. Donc, et on ne peut pas délivrer une moyenne ou une médiane sur ça, du coup. Mais en tout cas, s'ils se sont permis d'avancer ce résultat, ça veut dire que c'est statistiquement significatif et donc il y a un vrai effet sur les crises.
Bonjour, serait-il possible d'avoir la référence de votre ouvrage des ergokinés? Oh, bah, mince, j'arrive plus à suivre les questions, excusez-moi. Ah. Est-ce que tu nous entends, Axel? Parce que là, moi, en tout cas, je ne t'entends plus. Oui, moi je vous entends. Est-ce que tu prends les questions ou je continue comme ça? Allez, mais si tu veux, on peut prendre encore les questions. Tu peux, comme ça, je pense que ça doit être le fait de partager trop d'écran qui doit un petit peu poser problème. Donc, oui, si tu veux, hein. Ouais. Du coup, il y avait une question. On n'a pas entendu du coup ta réponse sur la référence de l'ouvrage, donc on pourra effectivement le mettre et tu l'as partagé. Est-ce que les ergokinés, comment peuvent-ils réaliser de l'APA, déclaration, comment le justifier? Alors, ils ont en fait légalement la prérogative d'encadrer de l'activité physique adaptée sur prescription. Donc, en fait, s'ils reçoivent une prescription, ils peuvent l'exercer. Maintenant, le problème central et le nerf de la guerre, c'est le financement. Il n'y a pas de financement de la sécurité sociale, donc il n'y aura pas le même système que lorsqu'ils ont une prestation qui est remboursée. Donc ensuite, eh ben, comme un autre prestataire en activité physique adaptée ou en sport, il faut qu'ils se renseignent auprès de la mutuelle de la personne qu'ils accompagnent pour voir s'il y a un remboursement. Et s'il n'y en a pas, c'est une prestation non remboursée, en fait, hein, tout simplement. D'accord. Et on va remercier Monsieur Guibert qui a partagé la liste des maisons des maisons sport santé en France. Apparemment, il y a une liste sur en sport.gouv.fr. Donc, merci Merci. à lui. Et on a une question concernant l'alimentation, c'est comment coupler avec un régime low carb avec le sport? Avez-vous des stats sur les patients sportifs avec un régime faible en glucides? Alors, j'imagine que c'est une référence au régime cétogène. Donc, ce que je peux te dire, ce que je sais, c'est qu'en tout cas, c'est faisable. Maintenant, j'ai pas fait une recherche spécifique là-dessus et je peux pas vous dire dans quelle mesure ça peut se faire. Ce qui est certain, c'est qu'il faut pas se lancer tout seul. Mais de toute façon, un régime cétogène ne se lance pas tout seul. Il faut avoir un suivi régulier, puisque du coup, sans glucides, c'est compliqué de faire du sport, mais c'est tout à fait faisable. Le corps se met en cétose. Donc moi, ce que je dirais pour pas prendre de risques, c'est vraiment de faire le lien un maximum avec le médecin et l'intervenant qui accompagne et qu'il y ait une communication très fluide pour bien que ça fonctionne. Parfait. Est-ce qu'on a vu toutes les questions? Il y en a d'autres qui arrivent. Alors, on a une question. Hop. À quelle fréquence l'activité physique il faut pratiquer pour améliorer l'état d'une personne avec une épilepsie? Alors, c'est difficile à dire ça aussi, hein. Je vais faire des réponses pas assez précises, je suis désolé. Mais une activité physique régulière, idéalement, c'est le plus possible entre guillemets. Dans la deuxième partie sur l'APA, vous allez avoir justement une présentation sur les charges de travail qui sont recommandées à partir des données de la littérature. Ça vous alimentera un petit peu plus. Dans la mesure, voilà, se rapprocher des recommandations de l'OMS, par exemple, 30 minutes par jour, c'est très bien. Ce qui compte surtout, ce qu'il faut privilégier, globalement, c'est la régularité. Après, l'intensité, on va l'adapter, voilà, en fonction des besoins, des capacités, des envies de la personne, comme la durée. Mais le plus important, c'est régulier. Donc, j'ai envie de dire autant que possible, tout en ne se mettant pas en danger, etc. Parfait. Eh ben, je crois que tu peux reprendre la présentation. On a répondu aux questions dans la zone de chat. On peut partir pour la deuxième partie. Très bien. Merci.
Est-ce que vous avez l'écran? Alors, j'espère que vous avez l'écran. Je vais commencer à poursuivre la présentation. La deuxième partie, donc, elle porte sur l'activité physique adaptée. Elle a été coordonnée par Michel Vidal, qui est la responsable de l'APA à l'Institut LATEP. Et il y a énormément de professionnels de terrain qui ont participé. C'est d'ailleurs la partie où il y a le plus de chapitres. Je vais vous les passer pour pas vous les lister en revue, mais l'idée a été la suivante. Les chapitres reprennent les principales missions d'un intervenant, d'un enseignant en activité physique adaptée, qui sont la programmation de l'entraînement, l'intervention au sens pédagogique, l'intervention avec le public, et puis l'évaluation. Ces trois notions étant intimement liées, puisqu'on a besoin d'une évaluation initiale pour programmer, et puis l'intervention va également prendre en compte l'évaluation et la programmation, etc. Donc, l'idée que j'avais eue et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une présentation de un chapitre par ces différents points. Le premier chapitre, et il répondra aux questions qu'on a eues juste avant, il porte sur les repères et charges de travail pour intervenir avec des personnes épileptiques, production de recommandations. Le deuxième chapitre, il porte sur la pédagogie à adapter auprès de ce public pour développer des stratégies individuelles pendant les séances. Et le dernier chapitre, il porte sur l'évaluation des personnes épileptiques, pour produire une programmation et une intervention cohérente. Je fais juste un petit point supplémentaire pour vous indiquer que le chapitre 1, particulièrement intéressant aussi, puisque c'est la première enquête nationale qui a été menée sur l'offre d'activité physique dans les établissements qui accueillent des personnes souffrant d'épilepsie. Et les résultats sont étonnants, puisque en fait, on se rend compte que les activités sont extrêmement riches et diversifiées. Il y a beaucoup de choses, mais que globalement, on manque un peu de ressources humaines et qu'il y a un vrai besoin qui existe aujourd'hui là-dessus. Donc, le chapitre 2, qui porte sur les charges de travail pour réaliser une programmation d'entraînement, il a été réalisé par Thibaut Faya, qui est un enseignant en activité physique adaptée, et Stéphanie Gastou, qui est documentaliste au FARES. La question qui s'est posée, c'était celle qu'il y avait dans le chat, c'était comment réussir à doser une activité physique en fonction du pratiquant qui, de surcroît, souffre d'épilepsie. Quelle charge de travail proposer aux personnes souffrant d'épilepsie dans une séance, sur plusieurs séances, dans le cadre d'un programme, d'un cycle, etc. La méthode pour élaborer ces recommandations, c'est ce qu'on appelle en santé publique une triangulation, c'est-à-dire on a cherché 3 sources d'informations qui convergeaient vers les mêmes résultats sans se contredire. En l'occurrence, des recommandations préexistantes, même si elles étaient partielles, sur des recommandations d'intervention de programmes d'activité physique adaptée pour des personnes épileptiques. Ensuite, une revue de littérature qui mentionnait les charges de travail dans des protocoles de recherche qui avaient montré des bénéfices, protocoles de recherche en activité physique auprès de personnes épileptiques. Et puis des préconisations de professionnels de terrain qui œuvrent aujourd'hui et qui étaient en l'occurrence les contributeurs de cet ouvrage. Alors, sur quels paramètres portaient ces recommandations finalement? Les paramètres qu'on appelle FIT dans le sport, c'est-à-dire la fréquence. La fréquence, c'est très facile, c'est combien de fois par semaine. L'intensité, quelle intensité on met. L'unité de l'intensité étant le plus souvent le MET, métabolisme équivalent TOS, qui est la dépense énergétique d'une activité physique. Le temps, combien de temps, minutes, secondes, heures, etc. sur une activité physique. Et le type d'effort. Vous savez que c'est pas la même chose quand on va faire de l'endurance, de la force, de la souplesse ou de l'équilibre. Donc, ces recommandations nous ont permis de distinguer des préconisations pour les adultes et des préconisations pour les enfants et les adolescents. Ça donne ce genre de tableau qui est assez riche, que vous pouvez retrouver dans l'ouvrage, où on retrouve les critères FIT et puis une déclinaison assez précise des recommandations qu'on pourrait faire. Par exemple, sur le type d'effort aérobie, qui est de l'endurance, les recommandations, d'après les 3 données scientifiques que je vous ai évoquées avant, elles vont être de faire 3 à 7 fois par semaine en fonction de l'évaluation initiale du pratiquant, c'est-à-dire de ses capacités, de ses envies, de ses besoins, etc.
l'intensité entre 3 et 6 mètres, c'est-à-dire une intensité modérée. Et pour ça, pour faire une intensité modérée à quelqu'un, on utilise dans des séances des échelles de perception de l'effort. Et donc, on va dire, par exemple, 6, entre 3 et 6 dans une échelle qui va de 0 à 10 sur l'effort. Voilà, pour donner une idée de ce que c'est un effort modéré. Le temps, ça va être entre 60 minutes par séance, par exemple, et 420 par semaine. Et le type d'effort, eh bien, ça va être donc de l'aérobie en l'occurrence, mais c'est ce qu'on appelle un effort continu. C'est ça un effort d'endurance où on ne s'arrête pas pendant au moins 10 minutes consécutives et à partir de là, on peut imaginer plein d'activités différentes, de la marche, du vélo, de la trottinette, des jeux aquatiques, etc. Je ne vais pas tous vous les décliner, mais vous avez compris l'idée. Donc chaque type d'effort a des recommandations qui sont issues du processus que je vous ai expliqué. En plus de ces recommandations, ont été énoncés des conseils spécifiques à destination des pratiquants par rapport à leur épilepsie, par rapport à la gestion des crises, à l'information de l'encadrant, etc. Et puis des conseils plus généraux qui s'adressent à tous les pratiquants et même au-delà des personnes souffrant d'épilepsie. Par exemple, pensez à s'échauffer de façon systématique, au moins 5-10 minutes avant un effort, pensez à s'hydrater régulièrement, pensez à s'écouter, c'est-à-dire pour prendre en compte l'effort, la fatigue, le stress, et puis surtout, éviter le tabagisme, alors de façon générale, mais il s'avère qu'il est encore plus délétère dans les 2 heures qui précèdent ou qui suivent l'activité physique, en lien avec l'activité respiratoire que l'on va avoir. Ce qu'il faut retenir principalement de ce chapitre, c'est la notion d'individualisation, c'est-à-dire que quand on crée un programme, c'est par rapport à une personne, et que ces recommandations de pratique, ensuite, elles ne sont vraiment pas ni une recette, ni une formule magique. C'est-à-dire, il ne faut pas imaginer se prendre le tableau, cocher les cases, etc. C'est vraiment à adapter, à individualiser aux besoins de chacun. Et ça va être lié, évidemment, à une évaluation initiale du pratiquant, qui va être détaillée dans les derniers chapitres de cette partie. Et ça va être aussi très important d'utiliser des outils d'évaluation pour pouvoir s'assurer qu'on est dans les bonnes tranches d'effort ou de mesurer la durée à laquelle on propose un exercice, etc. Et donc là, je vous ai mis, juste pour vous donner une idée, ces fameuses échelles d'effort qu'on peut utiliser pendant les séances. L'échelle Omni, qui est la première, et l'échelle de Borg, la seconde, qui est un peu plus détaillée. Mais la première est très bien déjà, c'est une échelle de 0 à 10. Voilà, entre 3 et 6, c'est un effort modéré. Et on va donner des repères. Elle s'utilise très bien avec des enfants ou même avec des personnes qui ont une déficience cognitive, ça peut marcher. Et on va leur dire, voilà, vous imaginez, c'est quand vous commencez à être essoufflé, mais que vous n'êtes pas complètement au bout de vos forces, quand vous commencez à transpirer, mais que vous n'êtes pas complètement en nage, etc., etc. Voilà des petits repères qui peuvent aider à mettre en place la programmation qu'on a construite avec le pratiquant. Le prochain chapitre que je vous présente, comme je vous avais dit, il porte sur la pédagogie. Quelle pédagogie employer avec les pratiquants? Et il a été rédigé par Frédéric Delorme, qui est professeur associé à l'UFR STAPS de Lyon 1, et Michel Vidal, la responsable de l'APA de l'Institut LATEP. Alors, la première des choses, pour bien comprendre de quoi on parle, c'est de rappeler une définition très simple. La pédagogie, qu'est-ce que c'est? La pédagogie, excusez-moi pour le petit décalage, la pédagogie, c'est la relation en fait entre l'enseignant et le pratiquant. Si on imagine, voilà, il y a l'enseignant, l'activité et le pratiquant. L'enseignant, quand il prépare son activité, c'est de la didactique sur la feuille, il prépare sa séance, la programmation de l'entraînement, etc. Le pratiquant qui apprend une activité, qui apprend à faire du vélo, du foot, du tir à l'arc, eh bien, il est dans de l'apprentissage. Et la relation qui se crée entre l'enseignant et le pratiquant, eh bien, c'est ça la pédagogie. Et comment on fait? Quel type de pédagogie? Parce qu'il existe évidemment plusieurs façons, plusieurs relations qu'on peut avoir avec les pratiquants, laquelle serait plus adaptée globalement avec des personnes qui souffriraient d'épilepsie. On imagine qu'il y a une singularité très particulière dans cette pédagogie, puisque chaque épilepsie est unique. Et puis, de façon générale aussi, chaque relation entre un enseignant et un pratiquant est unique. Donc, on va être sur quelque chose qu'il faut imaginer d'extrêmement individualisé, encore une fois. Alors, ce qui a été proposé, c'est de partir sur ce qu'on appelle des pédagogies cognitivistes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que finalement, on va essayer d'accompagner les gens vers un meilleur traitement de l'information. C'est-à-dire, il faut s'imaginer, voilà, le pratiquant, il peut avoir certains facteurs de crise, il peut avoir certaines appétences pour certaines activités, et on va essayer de l'accompagner dans le développement de stratégies qui vont être individualisées à ses besoins.
en mettant en place des situations d'apprentissage qui vont être adaptées à ses capacités. Et finalement, on va essayer de l'aider à développer une certaine forme d'autonomie à travers des stratégies transposables dans plusieurs domaines. On imagine que, par exemple, il existe un facteur de crise dans une activité physique, sportive. On va l'aider, on va l'accompagner à essayer de le prévenir de la meilleure façon possible. Et une fois qu'on a développé cette stratégie de prévention, elle peut être utilisable pas uniquement dans le sport, elle va être utilisable dans les activités de tous les jours, dans les transports en commun, etc. Voilà, c'est ça l'idée de la pédagogie cognitiviste. Alors, pour illustrer cette pédagogie, les auteurs ont choisi d'expliciter 3 contextes dans lesquels on peut développer ce genre de pédagogie, qui sont en plus 3 contextes qui souvent ont été véhiculés comme étant dangereux d'un point de vue des représentations pour les personnes épileptiques. La piscine, le cours d'escalade, la salle de dojo, les activités de combat. Donc, dans le milieu aquatique, à la piscine, il faut imaginer des choses aussi très pragmatiques. Par exemple, pour les personnes photosensibles, on va éviter les exercices ventraux qu'on voit souvent ou verticaux à la piscine pour être sur des choses qui évitent d'avoir le regard en plein dans la lumière, par exemple. Stratégie très simple, mais qui va fonctionner. Pour ce qui va relever des variations de température qui peuvent être sujet des risques, par exemple pour les personnes atteintes du syndrome de Dravet, on peut imaginer combinaison néoprène qui va permettre d'améliorer la thermorégulation et qui va améliorer la flottaison, qui va donc répondre à d'autres besoins de la personne, d'autres problématiques. Pour ceux qui vont être sensibles aux stimulations sensorielles multiples, des bouchons d'oreille. C'est très intéressant parce qu'en plus, c'est pas stigmatisant. Beaucoup de gens utilisent des bouchons d'oreille à la piscine alors qu'ils sont pas épileptiques. Et ben là, on peut les utiliser avec un usage détourné qui va être de réduire toutes les stimulations qui pouvaient parasiter le pratiquant épileptique. Et puis, de façon générale, il faut imaginer tous les matériels de propulsion et de flottaison, ils vont être intéressants. Les pales, les plaquettes, ça permet de se déplacer plus vite avec un moindre effort, c'est intéressant. Les ceintures et les frites, ça permet de régler le problème de flottaison et ça peut être intéressant et on peut évidemment les cumuler. À l'escalade ensuite, l'escalade, il faut bien comprendre que c'est une multitude de pratiques qui peuvent exister. Le bloc, par exemple. Le bloc, ça peut être très intéressant parce que c'est à faible hauteur. Il y a des matelas très volumineux au sol. Et puis, on n'a pas besoin de s'encombrer du système d'assurage puisqu'on grimpe à basse hauteur. Donc, un assurage manuel de l'encadrant derrière peut suffire. La pratique en moulinette, ensuite, est très intéressante. On imagine l'encadrant qui assure. Et là, il n'y a plus aucun risque. On va utiliser un autobloquant. On peut utiliser un harnais intégral pour le pratiquant. On peut même lui proposer de porter un casque. Certaines personnes épileptiques sont amenées à porter un casque de façon très régulière pour prévenir les risques traumatiques liés aux chutes. Mais en escalade, ce qui est intéressant, c'est qu'on porte déjà un casque parfois. Donc voilà, on peut réduire encore une fois la stigmatisation avec des astuces comme ça. Le double assurage, ça peut être très intéressant. Souvent, on a demandé aux personnes épileptiques qui étaient acceptées dans des cours d'escalade de ne pas assurer au cas où elles fassent une crise et que ça produirait un danger pour celui qui grimpe. Et ben, ça, c'est une représentation parce qu'on peut très bien faire un double assurage par l'encadrant et par la personne épileptique et à ce moment-là, l'initier à ce type de pratique de l'escalade. Et enfin, les activités en milieu naturel qui vont être très intéressantes, très riches, qui sont souvent pourvoyeuses de pratiques inclusives avec des partenariats avec des clubs. Elles vont être simples à mettre en place dans la mesure où on a des professionnels spécialistes formés qui accompagnent et où on va éviter les pratiques en altitude au-dessus de 1500 mètres. Et enfin, le dojo, voilà, qui véhicule beaucoup de représentations sur les activités de combat, etc. En fait, on ne se rendait pas compte, mais il faut imaginer que c'est un des espaces les plus sécurisés, surtout pour les patients qui font des crises avec des chutes, puisqu'on est dans un environnement complètement recouvert de tapis au sol et sur les murs pour les activités dans lesquelles il y a des projections, comme le judo. Donc, on peut très bien pas forcément déployer une activité de combat, mais des jeux d'opposition peuvent être très intéressants avec les apprentissages et les réappropriations de la chute pour diminuer le stress, l'anxiété, etc. Et si ces pratiques sont déjà perçues comme violentes, on peut partir sur des pratiques douces, qui ont également beaucoup de vertus. Le tai chi, l'aïkido, la méditation et le yoga, pour lesquels on a vu tout à l'heure que des bénéfices scientifiques sont avérés par ailleurs. Donc, ce qui est important de se dire, c'est que l'encadrant, d'un point de vue pédagogique, il a des rôles à jouer, un rôle éthique pour donner accès à la pratique, pour lever les freins et les proscriptions qui pouvaient exister.
un rôle technique dans l'accompagnement de l'usager, dans sa recherche individuelle de solutions qui sont transposables dans d'autres domaines, et un rôle sensitif au sens premier du terme, d'aider à transmettre et à éveiller le pratiquant à des sensations qu'il va éprouver dans l'activité et qui vont être bénéfiques pour lui et qui vont l'inciter à poursuivre finalement. Et puis, ce qu'il faut également se dire, c'est que les adaptations, elles sont faites pour être mutualisées, ce que j'ai dit plusieurs fois, et qu'elles peuvent servir à aider le pratiquant à avoir plus d'autonomie et donc, à terme, une meilleure qualité de vie. Le dernier chapitre que je vais vous présenter pour cette deuxième partie, il porte sur l'évaluation. Il a été écrit par Mathieu Vergniaud, qui est enseignant en APA et puis maître de conférences associé à l'UFR STAPS de la Sorbonne. L'évaluation en APA, ça va surtout s'articuler autour de ce qu'on appelle un bilan et un entretien. Alors, pourquoi réaliser une évaluation en APA? D'abord, pour connaître, comme je dis depuis tout à l'heure, les capacités, les envies, les besoins du pratiquant, pour ensuite fixer ensemble, pratiquant et intervenant, des objectifs qui vont être cohérents avec le projet qu'il a envie de mener. L'élaboration d'un programme individualisé, elle va passer également par ce type d'évaluation initiale, et puis l'accompagnement au cours du programme et l'évaluation de ses progrès, ça va passer par la réitération de ces évaluations au milieu et à la fin du programme, par exemple. Quels paramètres ensuite sont intéressants, en tout cas de ce qu'on pense être utilisable en activité physique adaptée? On va essayer d'évaluer évidemment la condition physique, comment il se porte au niveau justement de la souplesse, de l'endurance, de sa forme générale, etc. Le niveau d'activité physique qui est différent. Le niveau d'activité physique, ça va vraiment correspondre à la fréquence, la durée, l'intensité qu'il réalise au cours d'une semaine. Son parcours sportif, d'un point de vue biographique. Est-ce qu'il était sportif avant d'être malade, ou bien est-ce qu'il a envie de devenir sportif? Est-ce qu'il a une expérience ou est-ce qu'il a été extrêmement exclu par le passé, etc. La qualité de vie, et puis évidemment les crises et leur impact sur la pratique de la personne. Comment évaluer ces paramètres? Aujourd'hui, il existe des outils qui sont validés scientifiquement et qui vont être inclus dans ce genre de bilan pour évaluer ces paramètres. On parle de tests de terrain, questionnaires, d'entretien et d'échelle. Pour la condition physique, par exemple, des tests simples font référence aujourd'hui, que vous connaissez certainement, qu'on voit des fois dans les centres de rééducation ou à l'hôpital, le test de marche de 6 minutes, le test d'équilibre unipodal, le test de préhension de force au niveau des mains, et j'en passe. Voilà, des tests assez simples, assez courts, qui permettent de donner une idée assez rapide et globale de la condition de la personne. Pour évaluer le niveau d'activité physique, aujourd'hui, on utilise des questionnaires. Je pense au IPAC, au GPAC et à bien d'autres, qui sont des questionnaires qu'on va remplir, soit qu'on fait remplir par la personne, soit qu'on aide, qu'on accompagne dans son remplissage, et qui vont donner des indications sur les différentes activités qu'elle fait au cours de la semaine, le temps qu'elle y consacre, l'intensité, l'effort perçu, etc. Qui permet d'avoir une photographie du niveau de pratique physique de la personne quand on la voit. Le parcours sportif, là, ça va être un entretien, c'est-à-dire une donnée qualitative. On va discuter, et ça, c'est très important, c'est peut-être même le plus important, discuter avec la personne avant de démarrer pour voir son expérience et ses représentations vis-à-vis du sport. La qualité de vie, pareil, il existe des questionnaires généraux comme le SF36, et il en existe aussi des spécifiques pour les personnes épileptiques qui prennent en compte la singularité de la maladie. Et les crises, enfin, qui peuvent être évaluées à partir de différentes échelles que peut-être vous avez rencontrées au cours du parcours de soins de la personne que vous accompagnez, peut-être que vous en avez parlé avec le médecin, voilà, mais qui peuvent être mobilisables par l'enseignant en activité physique adaptée, si notamment il a peu de connaissances sur l'épilepsie de la personne ou pas assez de lien avec le médecin traitant. La démarche, comme je vous ai dit, c'est donc un bilan initial, intermédiaire et final qui va permettre de connaître le pratiquant, d'identifier ses besoins, ses motivations, qu'on va essayer de construire en cohérence avec son projet personnel et qui peuvent s'articuler avec le projet de l'institution si la personne est en institution. Ça va être la mise en place également d'évaluations factuelles et validées, comme je vous ai présenté, les questionnaires, les tests de terrain, les entretiens. Ça va être la mise en place d'un programme qui va être rendu possible à partir de ces éléments qu'on va objectiver.
Et puis, ça va permettre de suivre l'évolution des comportements, des pratiques de la personne et bien sûr d'ajuster le programme. On peut très bien faire un programme au départ par rapport à l'évaluation et en fonction de comment la personne évolue, se débrouille bien ou pas bien, ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle a plus envie de faire, on va faire évoluer son programme. Ça passe par un système d'évaluation et de traçabilité qui est indispensable. Un exemple très rapide pour finir sur le bilan en APA qui est mis en place par exemple à l'Institut LATEP. On voit la participation qui va être évaluée avec le nombre total de séances faites par la personne au cours de son programme, l'anthropométrie, ce sont des mesures, c'est-à-dire le poids, la taille, l'IMC, qui vont être des indicateurs aussi de sa forme physique, la fatigue avec une échelle visuelle analogique de fatigue, le niveau d'activité physique avec un autre questionnaire que j'ai pas présenté qui s'appelle Richier-Gagnon, qui est très court, très sympa à réaliser. Et puis l'état affectif qu'on peut évaluer avec le Comanchava, c'est rigolo, c'est une feuille avec des verbatims, des mots, et puis des têtes de chat avec différents smileys sur lesquels voilà, la personne peut identifier son état affectif au moment où on la reçoit et qui va être un indicateur aussi intéressant à prendre en compte sur l'état de la personne quand elle arrive dans la séance, par exemple. Voilà, avant de poursuivre sur la dernière partie de l'ouvrage, je vous propose de passer aux questions sur cette partie. De savoir comment on pouvait trouver un sport qui est adapté à son épilepsie et comment gérer sa fatigabilité. Est-ce que tu nous as entendu, Axel? Voilà, Charlène et Julie, si vous voulez m'aider à répondre aux questions. Est-ce que tu nous entends déjà, Axel? Axel? Est-ce que tu nous entends? Non, là je ne vous entends pas. Ah, est-ce que nous on t'entend, Axel? Tu nous entends? Axel? Non, je vous entends pas. Axel, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Ah là, bon, bah, super. Ça fait 2 minutes qu'on te demandait, mais c'est bon. Si tu nous entends, ça va. En fait, la question qu'on avait, c'était la question d'une personne, c'était comment trouver un sport qui est adapté à son épilepsie et comment gérer sa fatigabilité. D'accord. Alors, la démarche dans laquelle on est... Vous m'entendez bien déjà? Okay. On va dire que oui. La démarche dans laquelle on est en activité physique adaptée, c'est plutôt que de se dire qu'un sport serait adapté à un pratiquant, c'est plutôt qu'en fait tout est possible dans la mesure où on l'adapte. Ce qui va être le plus important, c'est ce dont il a envie de faire, sur quoi il a envie d'aller. Et ensuite, on va essayer d'adapter l'activité. Je vous ai montré au début de la présentation, finalement, il y a très peu de restrictions ou de contre-indications qui sont absolues. Donc, il faut vraiment aller sur quelque chose qui fait envie, parce que si on a envie d'être dans une activité physique régulière, faut pas qu'on y aille à reculons. Il faut que ça nous fasse envie, il faut que l'activité elle ait un sens. Donc, il faut aller vers quelque chose qu'on aime, pour lequel on ressent quelque chose. Après, comme ça, ce que je pourrais dire, c'est que les 3 exemples donnés dans le chapitre sur la pédagogie, ils sont très intéressants, c'est-à-dire les activités aquatiques, l'escalade et les activités en dojo. Ça s'avère être des activités dans lesquelles l'environnement il est vraiment favorable et il est vraiment protégé. Ce qu'il faut, c'est que
l'encadrant, il soit au courant, il se sente capable d'accompagner la personne, ou alors de passer par un prestataire qui, lui, acceptera de vous accompagner dans cet environnement parce que ce sera super intéressant. Mais il faut plutôt partir de l'idée que quasiment tout est possible. Voilà. Tu nous entends? Axel, est-ce que tu nous entends? Non. Et je ne sais pas si tu parles, Julie, mais je ne Alors, t'entends pas à nouveau. Je suis désolé. tu ne m'entends pas à nouveau, c'est ce qui me semblait. On va essayer. Hop, tout à l'heure ça a marché. Est-ce que tu m'entends là? Toujours pas. Ok. Non? Alors, on va essayer de revoir Axel. Est-ce que tu nous entends, Axel? On va essayer de couper la caméra pour que ça passe. Est-ce que tu nous entends là? Non. Bon. Alors, nous, on t'entend. Et toi, non. Apparemment. Alors, ça va être compliqué. Est-ce que là, tu nous entends? On essaye en même temps. Sinon, on va continuer on va essayer de voir si tu veux continuer ta présentation le temps d'essayer de voir si on capte. Est-ce que tu m'entends, Axel, là? Est-ce que tu m'entends? Tu peux prendre directement les questions dans le chat, Axel, si tu m'entends. Mmh. Et je crois que vous m'entendez, mais moi je n'entends pas, je suis désolé. Je te confirme. Ah, Excusez-nous pour ce petit décalage technique. Axel. Ok. Eh bien, écoutez, je suis désolé. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre la présentation. Allez. Hop. Alors. Je vais prendre quelques questions comme ça. Je vais essayer juste avant de reprendre. Je suis désolé si je réponds pas à tout le monde. Alors, Katie Richard demandait, je me pose encore la question, comment évaluer la personne épileptique sévère avec TSA associé? Est-ce faisable? Moi, je pense que c'est tout à fait faisable. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est les critères qui vont correspondre à ce que vous voulez évaluer, en fait, avec quels objectifs vous allez. Là, dans la présentation que je vous ai faite, on a essayé de faire un truc assez exhaustif, assez général. Maintenant, j'imagine que les TSA, ça doit s'évaluer aussi. Et puis, même si la personne elle est à mobilité réduite, par exemple, il existe des tests qui peuvent être intéressants, mais tout dépend de ce vers quoi on veut aller, qu'est-ce qu'on veut évaluer, est-ce qu'on évalue sa qualité de vie? Alors, il y a des questionnaires qu'on peut aider à remplir, qu'on peut faire à l'oral, etc.
Est-ce qu'on veut évaluer, je ne sais pas, le maintien de sa force au niveau des membres de préhension, etc. Donc, l'évaluation est faisable, il faut la mettre en lien avec les objectifs qu'on détermine avec le pratiquant, et puis aussi dans le cadre du projet de service à l'échelle de l'institution, où est-ce qu'on se positionne s'il y a d'autres intervenants autour de l'activité physique, par exemple. Voilà ce que je dirais. Alors ensuite, Pauline Méquin, elle dit: en tant que futur équithérapeute, avez-vous des recommandations pour sécuriser au mieux les séances? Serais-je habilité à utiliser les tests que vous avez présentés ou doivent-ils nécessairement être faits par d'autres professionnels? Alors, dans la mesure où vous avez une carte professionnelle d'éducateur sportif qui vous permet d'encadrer votre activité et donc de mettre en mouvement des pratiquants, vous avez le droit d'utiliser les tests de terrain que j'ai donnés. Et puis ensuite, ce qui relève des questionnaires à faire passer ou de l'entretien ou des échelles, tout le monde peut les faire passer. Après, ce qu'il faut, c'est savoir traiter les résultats. Donc, des fois, il y a des questionnaires très faciles qui peuvent être utilisables par tout le monde quasiment. Des fois, il y en a qui sont un peu plus complexes et qui vont demander un accompagnement d'un professionnel formé ou de vous-même vous former pour les passer. Après, quelle que soit l'intervention, je pense que l'évaluation, elle est essentielle. C'est comme dans une démarche de projet, quoi, pour déterminer les objectifs, voir si on les atteint. Et à l'échelle de la personne, c'est indispensable pour construire une offre. Donc, moi, je vous inciterai à faire des évaluations. Alors, je vais prendre une dernière question. Myriam Francescon. Y a-t-il une sécrétion d'endorphine pour des personnes épileptiques sévères? Y a-t-il des études? J'ai envie de dire que c'est possible en tout cas, parce que ça va être lié au plaisir éprouvé. Si c'est dans le cadre d'une activité physique qui lui apporte du bien-être, de la qualité de vie, bien sûr, il peut y avoir sécrétion d'endorphine. C'est pas uniquement lié à une activité intense ou à un dépassement de soi. Il y a plein de choses qui peuvent amener à sécréter de l'endorphine. Donc bien sûr, on peut y parvenir avec de l'activité physique adaptée. Et les dernières questions, voilà. Florence Foria, emmener une personne épileptique dans un bassin eau chaude ou un hammam, n'est-ce pas déconseillé? Là, je vous renvoie également à la singularité de l'épilepsie de la personne. Est-ce que la montée en température, ça fait partie de ces facteurs de crise? Est-ce que l'espace clos que peut représenter le hammam, ça peut être source d'anxiété et de stress, et est-ce que c'est facteur de crise? Voilà, ça je peux pas le savoir. Par contre, il faut le savoir avant de proposer ce type d'activité à une personne, hein. Je vais enchaîner sur la dernière présentation, la dernière partie. Hop. Voilà. La dernière partie, elle porte donc sur les sciences humaines et sociales. J'ai eu la chance de pouvoir la coordonner. Et donc là, vous avez 4 chapitres qui articulent de l'anthropologie, de la philosophie, de la sociologie et de la littérature, de l'écriture, pour essayer de comprendre finalement ce que peut apporter l'activité physique auprès des personnes, mais aussi, et ça c'est intéressant, les 2 premières parties, elles partent avec l'hypothèse que les personnes sont déjà enclins à vouloir pratiquer une activité physique, ce qui n'est pas toujours le cas. Et cette partie, elle est intéressante puisqu'elle questionne en fait cette proposition, c'est-à-dire dans quelle mesure les personnes sont enclins à pratiquer et quel levier de motivation pourrait exister pour les accompagner à se dire que c'est possible, qu'une activité physique régulière est possible pour elles. Donc ça, c'est l'éclairage des sciences humaines et sociales qui est proposé dans cet ouvrage. Je vais vous présenter, comme pour les autres parties, 3 chapitres. Et puis, je vous invite encore une fois à acquérir l'ouvrage pour lire l'ensemble des contributions. Le premier chapitre, il a été rédigé par Sophie Arborio, qui est anthropologue, maître de conférence en STAPS, en Lorraine, et il porte sur la construction des savoirs expérientiels auprès des familles qui ont un enfant porteur du syndrome de West. Vous allez voir, le lien avec l'activité physique, il est très intéressant.
Le syndrome de West, d'abord, très rapidement, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça fait partie des épilepsies rares. On l'appelle aussi spasme infantile, spasme du nourrisson, et il fait partie des maladies épilepsie à handicap rare. Dans ses formes les plus sévères, il peut y avoir des séquelles intellectuelles motrices qui vont entraîner un polyhandicap chez la personne et une perte d'autonomie importante. Ça touche très peu d'enfants, hein, et ce qui est important de dire, c'est qu'il y a un déficit de savoir médical autour de cette maladie, c'est-à-dire que les médecins ont du mal à proposer des thérapeutiques adaptées et ils laissent souvent les familles sans réponse, hélas. Ces dernières doivent donc apprendre à construire, à bricoler finalement des adaptations au quotidien pour que leur enfant arrive à vivre avec cette maladie. C'est ce qu'on va appeler les savoirs expérientiels. L'objectif dans ce chapitre, qui en fait donne les résultats d'une étude que Sophia Arborio avait menée, c'était de décrire et d'analyser à partir du récit des familles la construction de ces savoirs d'expérience, qui sont des savoir-faire, des savoirs-agir, développés, créés par les familles, et de quelle façon ils pourraient avoir leur utilité dans les séances d'éducation thérapeutique et d'activité physique adaptée. La méthode pour les résultats qu'elle a obtenus, c'est une étude ethnographique. Elle a mené en fait des entretiens, des observations auprès des familles dans des services hospitaliers et elle a analysé également des échanges sur un groupe Facebook qui s'appelle Les Enfants de l'Ouest, qui lui ont donné accès justement à ce qu'ils pouvaient écrire, échanger, etc. Les résultats qu'elle propose dans son chapitre sont les suivants. À propos du récit des familles et de la construction de savoir, déjà, c'était de montrer en fait que ces savoirs étaient particulièrement importants et notamment en lien avec le déficit de savoir biomédical. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un déficit sur le diagnostic, sur les traitements, sur le pronostic vital, qui vont entraîner une singularité très importante de la prise en charge de ces malades-là. Et la singularisation de cette prise en charge, elle est traduite à travers les récits des parents qui vont se retrouver en difficulté, qui vont devoir construire un savoir expérientiel et le véhiculer à travers un récit. Ils vont transmettre des astuces entre familles pour réussir à s'adapter à la maladie. Et en même temps, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la singularité de ces maladies, elle complexifie l'élaboration de ces savoirs. Imagine que vu que quasiment chaque enfant va avoir ses particularités, ça va être difficile, voire impossible, de produire des recommandations globales pour chacune. On parle alors ici plutôt de savoir agir, savoir réagir pour désigner les compétences que ces parents vont développer pour s'adapter au quotidien à la maladie de leur enfant. Des formes d'initiative, des intentions qui peuvent informer parfois le savoir médical et qui poussent à repenser les relations souvent unilatérales et descendantes entre soignants, soignés, familles, médecins, etc. Dans la mesure où ces familles arrivent à construire beaucoup de choses pour s'adapter, ce savoir va ensuite être transmis par exemple au corps médical pour adapter la prise en charge de l'enfant. Ensuite, les savoirs d'expérience par rapport aux séances d'éducation thérapeutique et d'activité physique adaptée. Ce qui serait important, en fait, c'est de prendre en compte ces savoirs, ces modalités d'expression et de construction des récits dans la narration des parents, des patients, des aidants, pour que les séances d'éducation thérapeutique ne soient plus uniquement, et c'est trop souvent le cas, des séances d'information médicalisée à destination des malades et des aidants, mais qu'elles puissent devenir également de véritables moments d'élaboration identitaire de ces différents acteurs pour réussir à accepter, assumer et comprendre le rôle d'aidant. Vraiment, quand on arrive à construire ces savoirs et à les transmettre et à les échanger, par exemple, dans le cadre d'un atelier d'ETP, ça va être très intéressant pour les aidants pour réussir à prendre cette position d'aidant, finalement. Et de façon plus spécifique, en activité physique adaptée, ensuite, on peut imaginer que ces savoirs vont avoir leur importance dans la co-construction des séances et des pratiques qui vont être favorables pour les personnes, en mutualisant, d'un côté, le savoir empirique, profane, qui va être développé par les patients et par les aidants sur, moi, par rapport à la maladie, si j'ai envie de lui faire du vélo, du tricycle, j'ai trouvé tel type d'adaptation. Et puis l'expertise scientifique et éducative de l'enseignant en APA qui va dire « Ah oui, vos adaptations, elles sont très bonnes, mais d'un point de vue des recommandations, ce serait bien de réussir à en faire
à telle intensité, à telle durée, etc. Et donc, en mutualisant ces savoirs, on pourrait parvenir à une activité qui soit vraiment adaptée, bénéfique, intéressante pour l'usager. En conclusion, Sophia Arborio nous dit de réussir aujourd'hui à prendre en compte la prégnance des incertitudes dans le syndrome de West pour les familles afin de penser les situations d'appât au-delà des simples mises en mouvement des corps. Et oui, quand on fait de l'activité physique adaptée, on ne fait pas simplement bouger les gens, on essaye de construire quelque chose qui a du sens pour elles et qui pourra justement avoir une régularité et s'étendre dans le temps. Aussi, donc, la forme narrative, le récit, ça va représenter le récit de ces familles, un support très important dans leur reconstruction identitaire pour réussir à développer ce rôle d'aidant et dans leur relation en ETP, en APA, pour que ce ne soit plus uniquement des supports de transmission d'informations médicalisées, mais vraiment des supports globaux pour accompagner familles, usagers, aidants et professionnels de santé. Le second chapitre que je vais vous présenter, il a été écrit par la philosophe Brenda Bogart et il porte sur l'empowerment développé auprès des personnes épileptiques par la pratique d'activité physique adaptée. Comment est-ce que l'activité physique adaptée participerait au processus d'empowerment des personnes souffrant d'épilepsie? Alors, pour présenter ces résultats, Brenda Bogart, elle a fait donc un doctorat de 2016 à 2020 en philosophie et a récolté des données de terrain pendant 3 mois à l'Institut LATEP, dans lequel il existe de nombreux programmes d'activité physique adaptée pour les usagers, patients, résidents. Et elle a fait des entretiens avec eux dans les services, avec des professionnels également. Pour revenir avant sur la notion d'empowerment, c'est un concept anglophone qui arrive en France depuis les années 2000 avec la notion de démocratie sanitaire. Et qu'est-ce que ça veut dire? D'un point de vue étymologique, ça vient du mot power, pouvoir, l'empouvoirment, des fois on entend en français, et avec la notion d'apprentissage. En fait, c'est l'acquisition de plus de capacités par la personne pour agir sur sa condition. Voilà la façon la plus simple dont on pourrait la décrire. Pour en parler, donc Brenda utilise ce qu'on appelle la théorie par les capacités de Sen et Nussbaum, qui permettent en fait d'appréhender les opportunités réelles qu'ont les personnes d'agir, leur capacité dans un environnement donné. En fait, ça permet de penser l'empowerment, c'est-à-dire dans quelle mesure la personne arrive à être acteur de sa vie avec les capacités qu'elle a dans un environnement donné. Et ce qui est très important à travers ces notions, c'est le respect du choix des personnes. Il faut que ce soit vraiment une démarche volontaire, personnelle, pour prendre en compte justement cette spécificité et puis construire un projet de vie qui a du sens pour la personne. Brenda présente en fait 3 exemples à l'Institut LATEP qui permettent d'illustrer l'empowerment par l'activité physique adaptée. Le premier exemple, c'est celui de Martin, qui s'appelle pas vraiment Martin, c'est anonymisé. Martin qui pratiquait du judo, qui semblait s'épanouir dans cette activité tout particulièrement, alors que dans le même temps, quand il parle de son projet de travail dans un ESAT et puis de son observance thérapeutique, c'était plus compliqué, source de fatigue, de problèmes, etc. Alors que dans le même temps, le judo apparaît particulièrement stimulant dans son discours. Le sport semble lui permettre de se réaliser dans sa vie globale, là où il peut se trouver en difficulté sur son projet de travail, par exemple. Ça l'aide à être actif, au sens littéral du terme, avoir une activité régulière dans un autre domaine dans la vie que celui du travail, et c'est facteur d'inclusion puisque la séance de judo se passe dans le milieu ordinaire, dans un club non loin de l'Institut LATEP. Et puis plus encore, le judo est donc véritablement intégré à ce qu'ils appellent le projet personnalisé de Martin à l'Institut LATEP. C'est donc évalué, ça fait partie de ses objectifs par rapport à son bien-être, etc. Et ça permet également à l'équipe soignante de suivre ses progrès au-delà des autres critères que pouvaient être le travail et l'observance thérapeutique, par exemple. Ensuite, il y a Marie. Marie, qui est résidente dans un foyer d'accueil médicalisé, qui est une jeune femme plutôt dynamique et qui aime beaucoup faire de la Zumba avec son enseignant en activité physique adaptée.
Ça lui permet de penser à autre chose, de se défouler, puis ça a des effets bénéfiques directs, concrets sur sa santé. Et puis auparavant, sa famille avait tendance à la surprotéger. Elle n'avait jamais pu avoir accès à ce type d'activité dans le milieu ordinaire et même en institution. À travers donc sa pratique de la Zumba, on voit bien qu'elle est en capacité de faire dans une infrastructure collective, certes un milieu protégé, que représente l'environnement de la tête, mais pas surprotégé non plus. Ça lui permet donc, à travers sa pratique de la Zumba, de surmonter le sentiment d'impuissance qu'elle avait pu vivre jusqu'à là. Et c'est un véritable facteur d'intégration sociale et de pérédance pour elle, puisque dans la séance, elle rencontre des patients, des résidents et l'encadrant, bien sûr, donc particulièrement stimulant pour Marie. Et enfin, il y a Colette. Colette, qui est plutôt une patiente autonome, grâce à l'accompagnement qu'elle a à la tête. Mais quand dans son discours, on parle de qualité de vie, de bien vivre, elle mentionne la lecture, elle mentionne ses relations avec d'autres patients, mais elle ne mentionne jamais l'activité physique, puisque au contraire, c'est pas un moyen de s'épanouir, c'est plutôt quelque chose qui lui est imposé, d'avoir un sport régulier. Elle dit qu'elle aimerait plutôt qu'on la laisse tranquille d'ailleurs. Alors pour Colette, les activités sportives, elles sont vécues comme contraignantes, elles n'ont pas d'intérêt de ce point de vue-là. Et si on se rappelle de ce que Sanne Nussbaum disait, le choix est très important pour que la personne soit vraiment constructrice de sa propre vie. Et donc, parfois, il faut accepter de ne pas faire de l'activité physique si ça ne correspond pas aux envies, aux attentes, aux besoins de la personne. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir une activité physique autre, à travers, par exemple, son travail dans les ateliers, la marche qu'elle peut réaliser tous les jours, mais différente du sport. En conclusion, l'activité physique adaptée semble être un excellent levier du développement des capacités d'être et de faire et joue un réel rôle dans l'empowerment des patients et des résidents souffrant d'épilepsie. Le choix semble être un élément primordial, le choix de l'activité dans tout ce qui peut exister et le choix d'en faire ou de ne pas en faire, puisqu'il y a d'autres façons de faire de l'activité physique que de faire du sport. Et donc, mieux vivre avec sa maladie, gagner en autonomie et favoriser l'inclusion sont des objectifs qu'on peut envisager à travers une activité physique adaptée si elle est conduite dans ce sens-là. Le dernier chapitre que je vais vous présenter, il porte sur la lecture et l'écriture comme levier pour l'activité physique adaptée. Il a été écrit par 2 doctorants en littérature qui sont Claire Gentil et Alf Robert, qui travaillent sur la littérature, le roman, etc., au sens premier du terme, encore une fois. Comment la lecture et l'écriture pourraient favoriser une pratique d'APA? Il propose d'abord de revenir sur la notion de récit, qui est très importante pour comprendre de quoi on parle. Pierre Bourdieu disait d'ailleurs que dans l'illusion biographique, le récit, c'est une expérience déjà interprétée. Quand on fait un récit de quelque chose, on est déjà en fait dans l'interprétation. On est dans la construction presque d'un imaginaire de quelque chose qu'on a fait. Même quand on raconte quelque chose qui s'est vraiment passé, on y met du sens puisqu'on y met une temporalité, différentes étapes, etc. Et donc, on construit déjà une expérience quand on raconte un récit ou quand on entend le récit de quelqu'un d'autre. Le récit, ensuite, comme je viens de dire, c'est à la fois le récit qu'on peut produire, à l'oral ou à l'écrit, quand on raconte quelque chose qu'on a éprouvé, mais ça peut être le récit des autres aussi. Quand on lit une histoire de quelqu'un qui a fait quelque chose fictif ou réel, voilà. Le récit, c'est à la fois celui qu'on reçoit et celui qu'on émet. Et puis le récit, ça peut être le récit du patient, ça peut être le récit d'une personne souffrant d'épilepsie. On lit bien des romans d'aventuriers, des romans chevaleresques, etc. Pourquoi on ne lirait pas le roman, un récit autobiographique d'une personne souffrante d'épilepsie, sachant que dans l'épileptologie, le récit a montré son intérêt, c'est-à-dire que on sait aujourd'hui que, par exemple, lire ce qu'une personne épileptique a été en mesure de faire dans certaines conditions peut inciter personne qui la lit, qui est elle-même épileptique, à reproduire cette activité. Les histoires s'influencent, c'est ce qu'on appelle l'intertextualité. Je vais vous donner un exemple très concret. Par exemple, ce passage d'une cicatrice dans la tête, qui est un roman autobiographique d'une personne épileptique, qui dit « Après une année passée à végéter comme un décérébré sur les bancs de l'école, je suis prise d'une véritable frénésie de grand air, d'une boulimie d'action et de témérité. J'en profite pour braver les interdictions. Baignade dans l'océan déchaîné qui me vaut une belle correction. Je me sens ivre de vie, miracle. Ces vacances, comme toutes les vacances,
semble épargné par la malédiction. Je me cache pour grimper aux arbres et y passer des heures sur les branches les plus hautes, à narguer la terre, je suis normal. On peut imaginer, le roman est extrêmement intéressant d'ailleurs, mais que ce récit autobiographique peut être extrêmement riche pour une personne qui souffre d'épilepsie et qui se dit tiens, mais elle a été capable finalement de se baigner, elle n'a pas eu de crise, pourquoi moi je le ferais pas? Alors quelles conditions de sécurité ou pas elle a réuni? Est-ce que je me sens de prendre ce risque ou pas? Dans quelles conditions, etc. Mais en tout cas, ça ouvre des perspectives qu'on n'avait peut-être pas imaginées avant de recevoir ce récit. La lecture, d'abord. Ensuite, on parlera de l'écriture. C'est un exercice d'ordre physique, d'ordre sensoriel, somatique. Quand on lit quelque chose, si on veut s'imprégner de ce que l'auteur a voulu nous transmettre, il faut qu'on ait cette expérience quand il y a des odeurs, des mouvements, un environnement, etc. Et donc, ça renvoie vraiment à la corporalité du lecteur. Et c'est également un exercice d'ordre éthique, c'est-à-dire quel jugement je vais avoir vis-à-vis des actions du personnage. Est-ce que je vais être plutôt critique? J'estime qu'il a pris des risques inconsidérés. Est-ce que je vais être plutôt empathique? Est-ce que je vais avoir envie de me mettre à sa place? Etc., etc. Et ça va modifier la posture du lecteur. Il y a donc 3 propositions qui vont être envisageables quand on lit un récit. Le premier, ça va être celui d'imaginer de qui l'on parle. Donc le lecteur, il a besoin d'être un peu empathique pour comprendre le personnage, ses envies, ses choix. Et donc, le lecteur choisit d'être influencé par le texte dans l'expérience de lecture. Il y a également l'identification qui est possible. S'identifier à autrui, quand on ne parvient pas à s'identifier à soi-même ou à se faire confiance, ça peut être très intéressant dans le cadre des épilepsies. Le lecteur, il va adopter voilà, ce gros mot, la perspective subjective spécifique, qui est celle du personnage, pour s'identifier, et ça peut entrer en résonance avec son histoire personnelle. Ça va être le cas, par exemple, justement, quand on va lire l'autobiographie d'une personne qui va avoir des traits similaires par rapport au sien, et ça peut voilà, avoir un écho tout particulier. Et enfin, il peut y avoir la projection du lecteur dans une nouvelle vision dans laquelle il se sentirait capable de faire quand il lit, comme je vous ai dit tout à l'heure, les conditions qui ont permis à une personne dans sa situation d'avoir accès à une activité qui lui semblait alors impossible. L'écriture, ensuite, le récit personnel de soi, va avoir d'autres enjeux, d'autres rôles. D'abord, pour le définir, il faut comprendre que l'écriture, c'est une intervention, ça peut être une épreuve physique. En fait, il y a 2 manières de considérer l'écriture comme une activité. Ça peut être, au sens littéral du terme, une pratique physique. Quand on écrit, la calligraphie japonaise, on imagine, avec ses grands mouvements, c'est un effort physique. L'écriture, comme la rédaction, la rééducation de la motricité fine, c'est déjà utilisé en ergothérapie, en psychomotricité, par exemple. Et puis, il peut y avoir également le fantasme de l'écriture, le pouvoir de l'imagination. Quand on écrit quelque chose qui est possible ou pas et qu'on se rêve de le faire, ça peut être un levier qu'on imagine à travers voilà, un premier jet. On se dit, voilà, je planifie, est-ce que je pourrais faire ça, comment, pourquoi, etc. Alors, Alexis Frobert propose, à la fin de son chapitre, des exercices d'écriture qui pourraient favoriser une activité physique en fonction des limitations fonctionnelles des personnes. Par exemple, les personnes à mobilité réduite, mais qui pourraient verbaliser, la calligraphie, ça peut être intéressante, ou bien la course de mots, lister des mots associés à un vocabulaire du sport, ou bien associés à un travail de rééducation, comme en psychomotricité. Pour les personnes qui peuvent verbaliser, mais qui ont une mobilité réduite, il y a l'écriture par le mouvement, qu'on appelle l'expression corporelle, qui peut être très intéressante aussi. Et enfin, pour les personnes mobiles et verbales, il y a l'écriture des sensations, du ressenti, des conditions. Par exemple, suite à une activité qu'on a éprouvée, qui s'est bien passée, écrire ce qu'on a ressenti et puis écrire surtout les conditions qu'on a réunies pour la rendre possible à travers un journal de bord ou un journal intime qui va produire un véritable récit qu'on peut garder pour soi ou qu'on peut transmettre, mais qui va en tout cas inciter, entretenir une activité physique. Je vous remercie pour votre attention et j'ai fini avec cette dernière présentation. On va essayer du coup de recevoir quelques questions pour finir.
Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions dans le chat. Si vous en avez, vous pouvez nous les transmettre avant de finir. Je ne sais pas si Axel, tu m'entends? On va faire un test micro en attendant. On va attendre parce que je vois que des personnes écrivent dans le chat, donc on va attendre de voir s'il y a des questions. Bah, merci à vous, hein. Bon. Alors, on va attendre un petit peu que les questions arrivent, parce que je vois. Non. Pour l'instant, il n'y a pas de Merci beaucoup. questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Avant de partir, on va vous remercier pour votre participation. Oui, les activités de lecture et d'écriture sont bonnes à prendre et même si ça paraît éloigné de la thématique au départ, c'est quand même très intéressant. Moi, c'est un de mes chapitres préférés de l'ouvrage, donc je vous invite à vous y plonger. On va attendre un petit peu voir la question. S'il y a des questions encore dans le chat, n'hésitez pas. Voilà. Alors, en attendant, avant de partir, on va juste déclencher un petit sondage, une petite question, voilà, pour savoir ce que vous avez pensé du webinaire, si vous avez des retours à nous faire. Voilà, s'il y a des sujets que vous souhaiteriez voir traités également au niveau de d'autres webinaires, ou si vous souhaiteriez qu'on puisse aller plus en avant sur cette question des pratiques sportives adaptées, des pratiques physiques, pardon, adaptées à l'épilepsie. N'hésitez pas, je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas pourquoi mon micro se coupe, mais c'est pas grave, voilà. Je vous montre le livre d'Axel, que Axel a co-dirigé. Le nom, c'est Épilepsie et activité physique, une pratique adaptée pour tous. Donc voilà, merci beaucoup Axel. On va pouvoir, si vous avez encore des choses à nous dire, n'hésitez pas dans le chat, si jamais vous avez des remarques ou autres. Vous pouvez aussi nous faire part, si vous avez des remarques, vous allez certainement recevoir après le webinaire un message de remerciement. Normalement, vous pouvez laisser des commentaires si jamais vous avez eu des difficultés ou si tout allait bien aussi. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, merci encore une fois. On va clore si tout le monde a fini. Voilà, je vais clore le sondage. Merci beaucoup en tout cas de votre participation à ce webinaire qui a été très riche encore en interaction. Merci, apparemment ça vous a beaucoup intéressé, donc on est assez content.
Merci Axel encore pour la présentation que tu nous as fait et puis pour nous avoir parlé du livre que tu as co-dirigé. Voilà, si jamais vous voulez revoir le webinaire, vous pouvez le revoir sur la plateforme des communautés de pratique qui est paces.care, donc PACES.care, C-A-R-E. Et puis on espère voilà, que ça vous a plu et puis vous retrouver prochainement pour d'autres webinaires et puis pour d'autres activités en région. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir.